Ok, je pense que vous êtes au courant que les intelligences artificielles en ce moment, c'est la folie. On n'en est pas encore tout à fait au stade où les intelligences artificielles vont contrôler le monde à la iRobot ou les robots. Checkez-moi ça. Mais les IA commencent tout doucement à faire des choses qu'on aurait pensé complètement impossibles il y a de ça quelques années. Je veux dire, qui aurait pu prédire qu'un algorithme serait capable de créer une image de toute pièce à partir d'une simple phrase. Bref, les intelligences artificielles, on en entend parler absolument partout, genre cette vidéo. Ouais, je surfe sur la hype, ouais, complètement. Non mais je veux dire, entre les voitures autonomes, les assistants virtuels à la Siri ou Alexa, pas l'exemple le plus récent, ou plus récemment ChatGPT, évidemment, capable de tenir un dialogue, de répondre à peu près n'importe quelle question, ou même d'écrire des rédactions ou des sketchs hilarants sur les proutes. Ah, ne sois pas rabat-joie. Laisse-toi aller et prends du plaisir avec les proutes. C'est ça qui est important dans la vie, non? Je suppose que oui. Alors allons-y, proutons tous ensemble. C'est fou! On a même des IA qui sont capables de créer de la musique. Bientôt, au lieu d'écouter le dernier album de Nino, vous serez en train de turn up sur piste 16 de AI356X version Alpha 5.6. Je veux dire, c'est super long à dire. C'est chiant pour repartager ses goûts musicaux. Alors généralement, les trucs un peu plus foufou que font les IA, comme la création d'images ou de musique, ou la reconnaissance d'images, eh bien c'est permis par un domaine bien spécifique des intelligences artificielles, le deep learning. Mais c'est quoi le deep learning? Alors le deep learning, c'est un dérivé du machine learning qui lui-même est une catégorie spécifique d'intelligence artificielle. On va y aller par étapes. Tout d'abord, l'intelligence artificielle. Le concept d'intelligence artificielle, c'est simplement une machine programmée pour imiter l'intelligence humaine, pour réaliser certaines tâches ou pour réagir dans des situations précises. Par exemple, dans les jeux vidéo, je tire sur un bot, sa réaction... Ça fait mal, Starfoula. Parce qu'il a été programmé pour répondre comme ça à ce stimuli précis. Maintenant, le machine learning. Ça veut littéralement dire machines qui sont capables d'apprendre par elles-mêmes. À l'inverse d'une simple intelligence artificielle qui va être programmée pour avoir une réponse précise dans une situation précise, cette fois, on va permettre à la machine d'apprendre et de s'améliorer par l'expérience. Typiquement, les algorithmes qui décident ce qui va être affiché sur votre feed Insta, c'est du machine learning. En gros, ils se basent sur vos abonnements, vos likes et les photos sur lesquelles vous vous arrêtez le plus pour vous proposer du contenu ciblé que vous avez plus de chances d'apprécier. Et pour finir, le deep learning, le GOAT ultime des intelligences artificielles. Alors dans le principe, c'est très similaire au machine learning. En fait, le deep learning, c'est même juste une manière de faire du machine learning. La seule différence étant l'utilisation d'un réseau de neurones artificiels. Et oui, des neurones qui imitent le fonctionnement de notre cerveau à nous. Et cette seule différence va permettre aux robots de faire ce que l'on pourrait qualifier humblement de dinguerie. Alors c'est assez compliqué, donc on va juste explorer la surface, mais pour que vous compreniez le principe, on va prendre un exemple. Donc imaginez, vous avez un algorithme utilisant le principe du deep learning capable de reconnaître des animaux sur des images, genre de différencier un chat, d'un chien, d'un lézard et d'une mouche, par exemple. Wouah, c'est une mouche. Comment ça fonctionne? Tout d'abord, il y a une première phase d'apprentissage, on lui donne plein d'images à analyser, donc plein de photos de chats, de chiens, de lézards et de mouches, en lui disant qui est quoi. Et lui, il va être capable de déterminer tout seul comment faire pour différencier ces animaux à partir de patterns sur l'image. Pour prendre des exemples compréhensibles pour nous, pauvres humains limités que nous sommes, ça pourrait être la forme des yeux, les couleurs, la présence d'ailes ou non, etc., etc. La grande particularité étant que le réseau de neurones détermine tout seul quelles sont les caractéristiques qui permettent de dire qu'il y a un chat sur l'image. Il n'y a pas un développeur qui va expliquer au robot: alors frérot, un chat ça a une tête ronde, avec des oreilles pointues, des longues moustaches et des positions de repos douteuses. Oui, le développeur m'a été mal fait. Ouais. Du coup, c'est le robot lui-même qui va adapter le fonctionnement de son réseau de neurones pour différencier le chat des autres animaux. Genre, c'est lui tout seul qui comprend comment différencier un chat d'un chien, d'une mouche ou d'un lézard. C'est ouf, non? Je suis le seul hypé là? Alors, la reconnaissance automatique d'images, c'est un exemple parmi d'autres d'utilisation du deep learning, mais dans la recherche, pour la biologie par exemple, qui est mon domaine, pour ce qui touche à du suivi de communautés de plantes ou d'animaux par exemple, c'est ce qui explose le plus en ce moment. Genre, tout le monde se met au deep learning. Et vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, un des enjeux majeurs quand on veut faire du suivi de communauté en écologie, c'est les données. Et plus on a de données, plus on peut être précis dans nos analyses pour prédire l'évolution future de ces communautés justement. Ce qui est plutôt pratique dans un contexte de changement climatique où pas mal de populations sont en train de se casser la gueule. L'idée étant de détecter au plus vite quand c'est chaud pour une espèce, pour pouvoir agir au plus vite et surtout savoir quoi faire pour sauver cette espèce. Et la reconnaissance automatique d'animaux sur des images peut justement nous permettre d'augmenter drastiquement cette quantité de données. Et c'est mon sujet de thèse de master. Ça tombe super bien cette vidéo, on dirait ça a été fait exprès carrément. Donc en septembre, je suis parti au Danemark, pays des vikings, des vélos et du Lego, pour faire une thèse de master sur un sujet d'écologie. Et j'ai choisi les papillons de nuit. Alors plus spécifiquement, je travaille sur une nouvelle méthode de suivi des communautés de papillons de nuit. Et incroyable, ça implique l'utilisation de deep learning pour reconnaître automatiquement les espèces de papillons de nuit. Donc pour faire ce suivi, on a installé des pièges lumineux automatiques sur 3 sites différents du Danemark. Et puis comme c'est un peu devenu une dinguerie dans la communauté scientifique des papillons, ces pièges sont installés un peu partout dans le monde, genre l'Angleterre, le
le Canada, le Panama. Et là justement, je me rends sur un des sites au Danemark pour récupérer les images prises par ces pièges. Donc aujourd'hui, je suis missionné pour aller dans le sud du Danemark pour aller récupérer des pièges automatiques à papillons nocturnes. J'ai un petit peu de route. On est sur 3h41 de route. Yes. Allez, tu peux faire le point. Let's go. Il pleut, évidemment. Et puis, bah, on est parti. Let's go. Dans 100 mètres, prendre à droite sur October. Tais-toi. Ça y est, je suis enfin arrivé à l'endroit où je voulais aller, à savoir le premier piège que je vais récupérer. Donc le premier objectif, traverser l'intégralité de la Finlande. Non, c'est pas la Finlande. Donc l'objectif, traverser l'intégralité... Attention, je passe en dessous les branches. Traverser l'intégralité du Danemark en long. C'est réussi, c'était une catastrophe ce passage. Donc voilà, on arrive au premier piège que je vais récupérer. Il est juste là. Et voilà, ça ressemble donc à ça. Alors du coup, comment ils fonctionnent ces pièges automatiques? Vous allez voir, c'est génial. Ça en fait, c'est l'équivalent des caisses automatiques à Leclerc. C'est-à-dire que ça fait le taf automatiquement, alors qu'avant, il fallait des gens pour être là à 24 pour que ce genre de piège lumineux fonctionne. Ce piège automatique, comment ça fonctionne? À la tombée de la nuit, ce qu'il se passe, c'est que cette grosse lumière là, elle s'allume, et cette petite ring light d'influenceuse, elle s'allume aussi. Et je pense que vous êtes au courant, les papillons de nuit, ouais, je vais réarticuler, les papillons de nuit, ils sont attirés par la lumière. C'est génial du coup, parce que cette lumière, elle se reflète à fond sur ce drap blanc, et du coup les papillons de nuit, ils viennent se poser ici. Et comment on fait pour les prendre en photo? Avec un appareil photo, une webcam en l'occurrence. Donc la webcam en fait, bah, elle est juste au milieu de la ring light. Alors je sais pas si on va voir le tout petit trou là. En gros, il y a une webcam à l'intérieur de ça, qui prend des photos du coup des papillons qui sont posés sur le drap blanc. C'est excellent non, comme système. Donc nous, une fois que le piège a été posé pendant un certain nombre de temps, pas un certain nombre de temps, ça ne veut rien dire, un certain temps, on vient juste récupérer les images qui sont stockées dans le disque dur, dans le boîtier gris. Et en fait, l'avantage d'avoir ce genre de piège automatique, c'est que, bah, il n'y a pas besoin d'être là. Alors, à partir de là, j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire sur ces pièges. Sauf que j'avais plein d'autres trucs à faire sur place, et je voulais juste vous partager brièvement la galère que ça a été, parce que c'est un peu marrant en vrai. Donc, la première étape, ça a été de récupérer le disque dur avec toutes les images. Ça, c'est facile, j'ai seulement dû recourir à mes souvenirs de cours de technologie de 5e avec Madame Gomet pour débrancher le disque dur. Regardez-moi ça. La fierté de ce jeune représentant de la France dans un pays étranger. C'est pour vous que je fais ça. Ensuite, deuxième étape, démonter le piège dans l'objectif de le ramener pour l'hiver. Alors ça, pareil, en principe, c'est facile. Sauf que... Bon, bah, énorme tuile. Et oui, je suis censé débrancher le câble d'alimentation du piège pour éviter tout ce qui est court-circuit, étincelles et l'entièreté de la forêt qui brûle. Sauf que ce câble, il est branché où? Dans une maison. Et le souci, c'est que bah, pour accéder à l'intérieur, il faut pouvoir ouvrir ce cadenas. Je n'ai pas le code du cadenas. Enfin, en tout cas, j'ai un code, mais c'est pas le bon. Ça n'ouvre pas le cadenas. Du coup, bah, ça marche pas, quoi. Super. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, j'attends. Et oui, du coup, je dois attendre qu'on vienne à mon secours par voie téléphonique, parce que le numéro qu'on m'a donné n'est apparemment pas attribué. Mais heureusement, très rapidement, on m'appelle pour me dire... Okay, so I can't access the area. Like, I mean, I need to let the cable there. If the cable's there, yeah. Yes. Ok. Chose qu'on m'avait déjà dit en fait, avant que je parte. C'est sûr, ils me réembaucheront pas. C'est mort. Là, je viens de perdre un boulot, là, maintenant. Bon bah, va falloir commencer à être régulier sur YouTube, du coup. Troisième étape, récupérer des données dans un champignon rigolo planté dans le sol. Ouais, c'est pas très scientifique, champignon rigolo, mais je suis désolé, regardez, c'est un champignon. C'est rien d'autre qu'un champignon rigolo. Et maintenant, bah, juste à brancher un truc bizarre dedans, avec un câble jusqu'à mon ordi, dont l'écran ne veut pas s'allumer car bah, il est en fin de vie, donc c'est nickel ça pour travailler. Yes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, potentiellement m'envoyer de l'argent sur PayPal, que je puisse me racheter un ordi parce que là c'est une cata en fait. Juste l'écran ne s'allume pas. Et enfin, après 20 minutes interminables de persévérance et d'espoir... Oh yes. Mon ordinateur décide enfin de s'allumer. Je sais que je vais pouvoir rentrer, rejoindre ma famille et manger un bon repas chaud, et... Allô? Oh, le faux espoir. Ça va vous sinon? Moi bof. Vous aussi vous mettez un truc pour cacher la webcam de... Bref, l'écran a fini par s'allumer, 30 minutes plus tard, et j'ai pu récupérer mes données rapidement. Et puis grande nouvelle, quelqu'un avait le code finalement. Oui, le code du cadenas. C'est ouvert.
On envie des choses quand on part à l'étranger comme ça, c'est dingue. Alors c'est très cool, j'ai plein d'images de papillons, mais je peux pas faire grand chose avec juste des images. Maintenant l'idée c'est de compter et identifier les papillons qu'il y a sur chaque image. Sauf que, j'ai fait 2-3 calculs. Il y a environ 5000 images qui sont prises chaque nuit par un seul piège. On a 12 pièges au Danemark, ce qui fait 60 000 images par nuit au total. On a laissé les pièges en fonctionnement 169 jours, donc on est sur, ouais, de tête un bon 10 140 000 images. Ouais, je calcule très vite, j'ai un QI extrêmement élevé. C'est faux, c'est dans le script évidemment. Et du coup, si je décide de faire l'identification moi-même, à raison de 1 minute par image, ce qui est extrêmement rapide, j'en aurai pour 7000 jours. Ça fait 20 ans. C'est bon pour vous ? Je sais, j'ai des références. Ouais. Autant vous dire que même si j'aime bien les papillons de nuit, j'ai d'autres aspirations dans la vie que de les identifier pendant 20 ans, quoi. Et c'est là qu'intervient enfin le deep learning. Et oui, je vais simplement demander à un robot de faire l'identification à ma place. Tellement intelligent. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est exactement le même principe que ce que j'expliquais plus tôt sur la reconnaissance de chats, de chiens, de mouches et de lézards. La même chose. En gros, on entraîne un algorithme de deep learning sur plein d'images de papillons de nuit récupérées sur une gigantesque banque d'images, et paf, on a un algorithme qui est capable de différencier un peu plus de 1000 espèces de papillons de nuit différentes sur à peu près n'importe quelle photo. À la fin, on n'a plus qu'à lui donner toutes les images qu'on a récupérées sur nos pièges, et lui, il nous pond le fantasme de tout écologue, à savoir un énorme tableau Excel de données, avec pour chaque date, chaque piège, chaque heure, la liste de toutes les espèces détectées, avec même leur position sur le drap et leur taille. Et ça, c'est 20 ans d'identification, réglé en 3-4 jours de calcul. C'est abusé. Ça, quel plaisir, un peu. Alors la question que vous vous posez certainement à ce stade de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'on peut bien faire de toutes ces données, en fait ? Eh bah, beaucoup de choses, figurez-vous. Voilà. Non, sérieusement, sur du concret, ça nous permet par exemple de connaître très précisément les périodes d'activité de chaque espèce de papillon. Que ce soit juste au cours de la nuit ou même pendant l'année. Savoir s'il y a des papillons qui sont actifs plus tôt dans l'année ou alors plus tard. On peut aussi étudier l'impact des températures, du vent ou des précipitations sur leur activité. Entre autres. Et sur des enjeux très actuels, ça va nous permettre d'année en année d'avoir un suivi très précis des abondances de chaque espèce, voir s'il n'y en a pas 2-3 qui sont en train de se ramasser à cause du dérèglement climatique et dont il faudrait s'inquiéter. Alors je vais pas m'attarder sur pourquoi on est autant attaché à suivre chaque espèce de papillon de nuit, parce que la vidéo est déjà assez longue et puis surtout ça mériterait une vidéo entière sur pourquoi c'est si important de conserver chaque espèce vivante sur la planète. Enfin, du moins pourquoi on essaie au max. Je sortirai ça peut-être d'ici 6 mois. Ou 20. Voilà, c'est un exemple de nouvelles technologies incroyables qui sont en train de révolutionner la recherche. Le deep learning, ça sert pas qu'à créer des images rigolotes, il y a des vraies applications sérieuses. Bon là, j'ai juste parlé de photos de papillons parce que c'est mon sujet, mais évidemment, il y a plein d'autres applications du deep learning dans la recherche. En écologie, du coup, on s'en sert pas mal pour faire de la reconnaissance de faune ou de végétation sur des vidéos ou des photos. On peut même s'en servir aussi pour faire de la reconnaissance d'espèces d'oiseaux à partir de leur chant, ce qui est très cool. En médecine, ça peut être utilisé pour faire des diagnostics automatisés de tumeurs cérébrales ou de maladies cardiaques sur des radios, avec des performances parfois supérieures à celles d'un vrai radiologue. Ça la fout mal, je pense, un petit peu de se faire battre par un robot après 12 ans d'études. On doit se sentir très bien. Pour finir, les réseaux de neurones permettent d'avoir des prévisions météo et des phénomènes climatiques beaucoup plus précises, donc Evelyne Delia est ravie, elle se régale avec les réseaux de neurones. D'ailleurs, au passage, petit truc qui pourrait vous intéresser, il y a des applications utilisant le deep learning que vous pouvez utiliser. Vous avez PlantNet, par exemple, pour identifier les plantes, BirdNet pour les chants d'oiseaux, ou bien iNaturalist pour les insectes. Voilà, de quoi pimenter vos balades en forêt, ça fait un petit Pokédex de la vraie vie, c'est sympa. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors ouais, le sujet était très spécifique, j'en suis conscient, je pense que j'ai perdu pas mal de gens en route. Le watch time, oh, il a pris cher sur sa vidéo, je pense. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque là, ça fait plaisir, merci beaucoup, ça compte beaucoup en vrai. Mais ouais, du coup, tant pis pour le watch time, hein. Il me fallait un prétexte pour montrer la sorte de vlog que vous avez vu au milieu de la vidéo. Ouais, c'est la seule raison de cette vidéo. En vrai, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris 2-3 trucs, c'est un peu l'objectif de ces vidéos. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Abonnez-vous, mettez la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de la planète. Bisous.